avec le président des États-Unis, avec le soutien des 535 membres du Congrès qui représentent ensemble le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. And I'm sure we can work together to fulfill with you the ambitions of the Global Compact on the environment. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano, primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Alors, vidéo à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment. C'est uniquement en forme d'interrogation. J'ai échangé avec plusieurs abonnés, là. Et donc j'en appelle à vous, mes abonnés, à vous ceux qui regardaient cette vidéo, qui avaient des connaissances médicales, parce que moi j'en ai pas. On a un décret, on a une ordonnance du 29 mars 2020, qui, alors, pêle-mêle, hein, nous parle de, en alinéa 3, article 12-3, de Rivotril en vente dans les pharmacies pour les particuliers, en tout cas pour les médecins, à usage des particuliers à domicile. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je suis là pour poser des questions et pour qu'on s'intéresse tous et qu'on s'interroge tous sur les ordonnances là, qui sont en train de nous signer. Alors, le paracétamol, je comprends. Puis Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne comprends pas trop ce que ça fout dans la choucroute. Mais par contre, Rivotril, pourquoi est-ce que le gouvernement légifère par ordonnance et autorise la vente du Rivotril aux particuliers à usage à domicile? Alors, Rivotril, si on va sur Vidal, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Rivotril, c'est du clonazepam. Donc ceux qui font médecine ou qui ont des connaissances, elle a déjà commencé à leur parler. C'est un moment qui est utilisé juste en hôpital, en milieu hospitalier. Et là, apparemment, on l'autorise à faire injecter pardon, par les médecins en ville. Alors, j'ai regardé un petit peu avant de publier cette vidéo, qui est, encore une fois, je le répète, en forme d'interrogation, en forme de question, à quoi servait le Rivotril? Alors, ce qu'on peut en comprendre sur Vidal, c'est que c'est un fort paracétamol, d'accord,
qui est utilisé, donc là c'est marqué un peu plus bas, de première intention pour réaliser une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. D'accord ? Alors, j'ai échangé avec une personne, un de mes abonnés particulièrement, je vais essayer de cacher, alors qui lui me confirme que le Rivotril injectable, c'est du clonazepam injectable. Et donc la réponse à ma question, puisque moi je lui disais, je pense que tu délires, hein, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, bah, il me dit si, puisqu'à forte dose, ça devient létal, donc c'est une prise en charge palliative de la détresse respiratoire, et une prise en charge palliative de la détresse respiratoire, ça correspond en termes médicaux à de l'euthanasie. Donc encore une fois, ça reste une question, je suis là pour poser des questions, et pour qu'on s'interroge tous. Est-ce que, en ce jour du 29 mars 2020, dans le texte numéro 11, Macron a autorisé l'euthanasie des personnes atteintes de Covid-19 à leur domicile. Et on ne parle pas seulement que de personnes âgées, hein. Là on parle de toute personne, c'est-à-dire bébés, adultes, mineurs, majeurs, femmes, enfants, etc., etc. Donc je répète ma question. Est-ce que, en ce jour du 29 mars 2020, Macron a autorisé par ordonnance l'euthanasie des malades du Covid-19? Répondez à cette question. Mettez-moi dans les commentaires ceux qui ont des connaissances médicales, ce que vous en pensez. Et aidez-moi à comprendre, parce que j'ose pas tirer les conclusions moi-même. Et encore une fois, je ne suis pas du tout qualifié pour. Donc je me contente simplement de poser la question. J'espère que je me trompe en tout cas. Monsieur le Premier ministre, dans mon hôpital, nous avons 3 jours de stock d'anesthésiques. On doit choisir les patients admis dans notre service en fonction de leur probabilité de s'en sortir. Mais si on en venait à ne plus soigner ou à mal soigner ceux qui peuvent s'en sortir, ce serait vraiment terrible. Voici la souffrance insupportable des soignants. Il manque de tout, de masques, de lits, de personnel, de respirateurs, de tests et maintenant de médicaments. De curare indispensables pour relaxer les muscles lors d'intubation de patients, de sédatifs pour les personnes en réanimation, de morphine, d'antibiotiques. Une catastrophe dans la catastrophe. Le manque de médicaments, c'est l'impossibilité de mettre sous respirateur toutes les personnes qui le devraient. C'est des gens qui vont mourir d'étouffement à cause de douleurs alors qu'on aurait pu les sauver. On ne parle pas de semaines pour une rupture totale de certains de ces médicaments, mais de jours. Vous demandez déjà aux hospitaliers de limiter l'usage de la morphine. La pénurie est déjà là. Vous avez été alerté la semaine dernière par le président de la Commission médicale des hôpitaux de Paris, par l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, sans réponse. Votre gestion de crise, Monsieur le Premier ministre, c'est une gestion de la pénurie. Vous avez affirmé lors de votre conférence de presse, dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. N'avez-vous toujours pas le sentiment de l'urgence? Nous avons en France le savoir-faire. Qu'attendez-vous pour réquisitionner les moyens de production pour fournir ces médicaments indispensables? Qu'attendez-vous pour nationaliser Luxfer, dernière usine en Europe, à produire des bouteilles d'oxygène médical, ou Famar, qui fabrique 12 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur? Chaque heure compte pour prendre ces décisions vitales, coordonner la production, réquisitionner les entreprises nécessaires, impliquer les travailleurs concernés, c'est ce que nous appelons la planification sanitaire. Nous en sommes là aujourd'hui parce que la loi du marché a eu le dernier mot. Il y a 30 ans, 80% des médicaments étaient produits en Europe. Aujourd'hui, c'est 20%. Organisez le retour de l'État, Monsieur le Premier ministre. Nationalisez, réquisitionnez, ou bien laissez-nous faire, sans quoi vous aurez des comptes à rendre, celui d'un naufrage. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Panot, d'abord je tiens à corriger quelque chose. La liste pourrait être longue, mais il y a une chose que je corrige immédiatement. Il n'y a aucune demande de limitation de recours à la morphine auprès de qui que ce soit. La morphine, Madame Panot, vous dites que vous avez exigé de la part des soignants qu'ils limitent le recours à la morphine. Je le dis comme ministre de la Santé et des Solidarités et avec gravité, parce que ce n'est pas une information qu'on peut manipuler comme ça pour faire un effet de tribune. Il n'y a aucune demande de limitation de médicaments permettant de lutter contre la douleur contre les patients. Je le dis. Cela, il faut qu'on sache si on intube ou pas. Ce patient a 79 ans. C'est quoi exactement? Je pense que vous avez le coronavirus, monsieur. Oh bon. Ouais. On n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais j'en suis presque... Je ne sais pas. On ne sait pas. Beaucoup de monde là en ce moment et...
Je sais pas. Il y a beaucoup de monde qui l'a. Parce qu'il souffre d'une pathologie lourde, un premier médecin a estimé qu'il ne valait mieux pas poursuivre les soins en réanimation. Ce seraient des souffrances inutiles. J'appelle la Réa de Strasbourg. Hein. Je vous appelle pour avoir un deuxième avis, pour savoir si on réanime. Un deuxième avis parce qu'on a un patient de 79 ans qui a... Vous pensez qu'il ne faut pas non plus? Oui, je sais. D'accord. 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 Ok. Bon, merci. Au revoir. Je pense pareil. Votre main dedans. Mettez la main. C'est difficile pour tout le monde, hein, je pense que... Voilà. Le président du Conseil des ministres italien n'avait pas accepté les premières propositions jugées trop timides. Il s'agit ici de réagir avec des instruments financiers innovants et réellement adéquats à une guerre que nous devons mener ensemble pour la gagner le plus rapidement possible. Une crise économique qui montre à nouveau les fractures entre les pays du nord de l'Europe plus vertueux en matière budgétaire et ceux du sud. 9 pays, dont l'Italie et l'Espagne, mais aussi la France, plaident pour lancer un emprunt commun à toute la zone euro. Une mutualisation des dettes qui ne plaît pas à l'Allemagne et aux Pays-Bas, qui rejettent fermement ce qui est déjà surnommé les coronabonds. 9 États de l'Union européenne demandent une mutualisation des dettes pour faire face aux défis de la reconstruction économique après l'épidémie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à ne pas commettre d'erreurs tragiques. Je n'entrerai pas dans l'histoire comme quelqu'un qui n'a rien fait. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ma dernière goutte de sueur et d'énergie pour une réponse européenne forte, rigoureuse et unifiée. Plusieurs députés ont accepté des pots de vin pour modifier des textes de loi, pour faire voter des amendements. Et ils ont été en fait piégés par des journalistes. On va retrouver François Baudonnet dans un instant sur place. D'abord les faits, reportage réalisé avec Bertrand Catrice. Lorsqu'ils votent un texte, combien sont-ils à le faire pour de l'argent? Depuis que des députés se sont fait piéger par des journalistes du Sunday Times, la question taraude l'hémicycle européen. Moyennant jusqu'à 100 000 €, 4 eurodéputés ont accepté de déposer des amendements. Pour Adrian Severin, le vice-président des élus socialistes, la vidéo est accablante. Yes, well, I think because I didn't really count, but I think for that would be 2 or 3 days. Is it all right? Do you think? Yes, so that would be, say, 12,000 euros. Yes. Malgré l'évidence du scandale, cet ancien ministre roumain refuse de démissionner. Son groupe politique est sous le choc. Nous l'avons exclu, il a quitté le groupe, il n'est plus membre de notre groupe, et j'attends qu'il quitte le Parlement européen parce que cet homme a fait un grand hommage à l'institution. Problème, il y a au Parlement européen 5000 lobbyistes accrédités et leurs relations avec les députés sont mal encadrées. Ernst Strasser, élu conservateur autrichien, avoue même, sans honte à ceux qui le piègent, qu'il est lui aussi lobbyiste. If there is it's possible to be under the undercovers, it's much more better. Moi, je vais proposer demain que l'ensemble des cartes des lobbyistes soient retirées. Il faut refaire une sélection. Et le député doit signer pour chaque lobbyiste qui rentre dans ce Parlement. Avant d'éventuelles perquisitions, les bureaux des eurodéputés incriminés viennent d'être mis sous scellé. Ils sont gardés 24 heures sur 24, une première dans l'histoire de l'institution. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve donc en direct. A-t-on une idée de l'ampleur de ce scandale? Autrement dit, s'agit-il de quelques brebis égarées ou d'une pratique répandue? Alors c'est toute la question, hein, bien sûr, et honnêtement, ce soir, personne ne peut répondre. Alors il y a quand même les chiffres. Les journalistes du Sunday Times disent avoir proposé de l'argent à une 60aine d'eurodéputés. Et sur 60,
14 auraient mordu à l'hameçon, ce qui fait presque 1 sur 4, ce qui est énorme. Cela dit, ces confrères que j'ai contactés m'ont avoué qu'ils avaient choisi leur cible. Ce sont tous des élus qui, dans une vie antérieure, travaillaient dans la finance ou, tenez-vous bien, dans le lobbying. Alors évidemment, cela n'excuse rien, d'autant que la plupart des députés européens sont d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens médecins ou d'anciens avocats. Alors ce soir, avec ce scandale, le Parlement européen va être obligé de faire le ménage, car corruption généralisée ou pas, le soupçon est là, et c'est peut-être ça le plus grave. Michel Rivasi, on va parler de votre opération main propre. Une opération main propre, pourquoi? Pour dénoncer des conflits d'intérêts. Enfin, dénoncer, j'aime pas ce mot. Hein, pour souligner qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont évidemment pour le consommateur et pour le patient, les consommateurs et les patients que nous sommes, terribles. Hein, conflits d'intérêts où? À quel endroit? Partout. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que sur les médicaments... Le système est pourri, même. Ah, mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le poids des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas. Ils achètent tout le monde. Quand j'ai regardé, je me suis amusée à regarder tous les anciens ministres de la Santé. Oui. On part de Claude Évin, qui était ministre à l'époque, dans les années 80. Oui. Bon, eh ben, il s'est fait financer ses campagnes électorales par les laboratoires Fabre. Quand je vois Henri Nallet, l'ancien ministre de l'Agriculture, très lié à Servier, et en plus étant directeur pour le développement international, etc. Je vois Michel Barzac. Bon, elle a été ministre, je vous rappelle, de Tchernobyl. Bon, je suis très... je sais. Bon, ben après, elle était présidente de la fondation GSK, qui est un énorme labo. Vous voyez, alors, Elisabeth Hubert, qui a été ministre, eh bien, elle vient directement des laboratoires Fournier. Vous avez même Michel Barnier. Expliquez-moi, ancien commissaire, qui était très bien d'ailleurs, hein, eh ben, il est vice-président de Biomérieux. Expliquez-moi comment, pourquoi il est vice-président de Biomérieux, etc., etc. Oui. Et alors, vous dites qu'il faut en finir avec ces liens. Exactement. Comment voulez-vous qu'un ministre de la Santé qui vient des laboratoires pharmaceutiques, qui est financé par les laboratoires pharmaceutiques, alors à une certaine époque c'était autorisé pour ses campagnes, ou qui après part dans les laboratoires pharmaceutiques, mais c'est ça qui est inadmissible, c'est des liaisons hyper dangereuses. Alors après, moi je m'aperçois que par exemple entre la France et l'Italie, on a des différences de prix des médicaments énormes. Alors qui fixe le prix des médicaments? Eh ben, il n'y a pas plus opaque que ça. C'est un comité économique des produits de santé où il y a l'administration, il y a les ministères, etc. Il y a les assurances, mais il n'y a absolument pas d'usagers, il n'y a absolument pas d'ouverture, et on ne sait pas sur quels critères, parce que c'est pas que la santé, c'est aussi l'économique. Alors... Bonjour à tous. L'Office européen de lutte antifraude, qui est en charge de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, a rendu récemment son 30e rapport annuel. On y apprend notamment que le volume financier des fraudes touchant ces intérêts financiers a augmenté de 183%, ce qui est considérable. En France, 2 parlementaires, l'un de La République En Marche, l'autre UDI, devaient rendre un rapport explosif sur l'état des fraudes aux prestations sociales. Des chiffres étaient très attendus sur le montant de ces fraudes, car la France verse 450 milliards d'euros de prestations sociales par an, et la Cour des comptes a déjà estimé à environ 10% le montant de ces fraudes, soit 45 milliards d'euros. 45 milliards de fraudes aux seules prestations sociales, soit bien supérieur au budget du ministère de la Défense, qui est de 35 milliards, bien supérieur au budget du ministère de l'Intérieur, qui est de 25 milliards, et très supérieur au budget de la Justice, qui ne représente que 7 milliards d'euros. Ce rapport parlementaire, tellement attendu, ne fera finalement que l'effet d'un pétard mouillé, car leurs auteurs n'ont pas obtenu de réponse de plusieurs administrations. Ainsi, un sénateur, en sa qualité de rapporteur spécial de la Commission des finances sur l'immigration, n'a obtenu aucune réponse à sa question visant à connaître le nombre de personnes immigrées touchant ces prestations. Il semblerait même que des consignes aient été passées pour ne rien répondre de précis aux parlementaires. Un nouveau scandale d'État que bien peu de médias relayeront, évidemment. Pour ma part, au-delà du travail parlementaire que je fournis ici à Bruxelles, je vais signaler, en ma qualité de président de l'association professionnelle des magistrats, je vais signaler donc au procureur national financier ce que j'estime être de vastes détournements de fonds publics. En espérant naturellement que la justice réussira là où le Parlement a échoué, là où le gouvernement ne veut rien dire. En tout cas, il ne faut pas se priver de le faire savoir. N'hésitez surtout pas. Merci à vous.
L'Union européenne en pleine crise conjugale. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les États du vieux continent peinent à trouver une parade commune, et ce alors que l'Europe est pour l'instant le plus gros foyer d'infection dans le monde. Dernier épisode en date de cette désunion, le Conseil européen qui s'est tenu ce jeudi, à couteau tiré. Les 27 ont échoué à s'entendre sur l'adoption de mesures plus fortes censées faire face à la récession économique. Les Corona Bonds ont notamment marqué une nette division entre les membres de l'UE. Destiné à mutualiser la dette des États européens face à la crise, ce mécanisme était demandé par une dizaine de pays, dont l'Italie, l'Espagne ou encore la France. Même la présidente de la BCE, Christine Lagarde, y était favorable. Mais refus net de Berlin, de La Haye ou encore de Vienne. Nous avons dit du côté allemand, mais aussi de la part d'autres participants, que ce n'était pas la conception de tous les États membres. Nous avons, je crois, avec le mécanisme européen de stabilité, un instrument de crise qui ouvre de nombreuses possibilités et qui ne remet pas en question les principes de base d'une action commune et de responsabilité de chacun. C'est là l'ultime résurgence d'une antique opposition entre pays du nord de l'Union et ceux du sud. Les premiers davantage partisans de la rigueur budgétaire que les seconds. Des divergences qui ont provoqué la colère du Premier ministre italien Giuseppe Conte, qui a menacé de ne pas signer la déclaration commune dont le Conseil a accouché. Le chef du gouvernement italien a d'ailleurs fait part de son inquiétude dans la presse nationale ce dimanche. Nous devons éviter de faire en Europe des choix tragiques. Si l'Europe ne se montre pas à la hauteur de ce défi sans précédent, l'édifice européen tout entier risque de perdre, aux yeux de nos propres citoyens, sa raison d'être. L'Italie n'est d'ailleurs pas la seule nation à s'offusquer des positions des pays du Nord. Le Premier ministre portugais a vivement critiqué jeudi soir son homologue néerlandais qui aurait proposé que la Commission européenne enquête sur les faiblesses budgétaires des pays du Sud face à l'épidémie. Ce type de discours est répugnant dans le contexte actuel de l'Union européenne. C'est le terme exact, répugnant. Ce genre de réponse, avec son inconscience absolue et ce genre de mesquinerie récurrente, sape totalement l'esprit de l'UE et constitue une menace pour son avenir. Si l'Union européenne veut survivre, il est inacceptable qu'un responsable politique, quel que soit son pays, puisse répondre de cette façon face à une pandémie semblable à celle que nous affrontons. Un manque patent de solidarité qui n'a d'ailleurs pas échappé à certains, à l'image de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors. Le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union européenne. Le prochain Conseil européen doit se réunir sous quinzaine, un délai qui laisse largement le temps au coronavirus d'éprouver la solidité de l'Union et de ses fondations. À côté du débat sur l'hydrochloroquine, supposé soigner le coronavirus, un autre produit suscite les mêmes controverses, c'est le Corona Bond. Eh bien, dans la guerre contre le coronavirus, Mathieu, il y a deux fronts. Il y a la bataille sanitaire contre la maladie elle-même, et puis la bataille économique contre la paralysie de l'activité. Bon, dans la bataille sanitaire, certains estiment que la chloroquine devrait être utilisée à haute dose. C'est bien sûr la proposition du professeur Raoult. Et pour lutter contre la catastrophe économique qui se profile, certains voudraient de la même manière recourir à des Corona Bonds. Une ordonnance de Corona Bonds. Alors qu'est-ce que c'est ? Un traitement miracle ? Eh bien, pour vous répondre, je dois faire un petit retour en arrière. On en a parlé à plusieurs reprises. Pour enrayer la crise et faire face à la terrible récession qui s'installe, les États et les banques centrales ont décidé de déverser sur les différentes économies des milliers de milliards de dollars et d'euros. Bon, cet argent, il faut l'emprunter sur les marchés. Le danger, c'est que les pays faibles, qui représentent pour le prêteur un risque important, ces pays vont devoir payer des taux d'intérêt plus élevés. L'Italie, aujourd'hui, est dans ce cas, elle est anéantie par la violence de la crise. Et quand un pays commence à décrocher, alors les marchés financiers peuvent être tentés d'accentuer leur pression. Ça fonctionne un peu comme une surinfection dans la bataille sanitaire, et c'est très dangereux. Ça peut même conduire un pays à la faillite. On l'a vu plusieurs fois dans l'histoire économique. Et les Corona Bonds pourraient arrêter ce processus ? Absolument. Un Corona Bond, c'est un emprunt. Bon, c'est de l'argent qu'on lèverait pour lutter contre la maladie et ses effets. Mais au lieu de l'emprunter à l'échelle d'un pays, on le ferait au nom de toute l'Europe ou de la zone euro. Au fond, on dirait au marché, ne vous inquiétez pas, aux côtés de l'Italie, pays fragile, l'emprunt sera lancé par l'Allemagne, par tous les pays d'Europe du Nord, réputés très sérieux et en bon état, par la France aussi, moins sérieuse, plus endettée, mais solide tout de même. On dirait au marché, vous n'avez aucun risque de défaut de paiement, pas la peine de nous faire payer des taux d'intérêt trop élevés. Nous sommes là, tous,
pour garantir votre remboursement. Bon, ça a l'air tout simple comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait une controverse pour ces Corona Bonds, comme il y en a une pour la chloroquine? C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein. L'Europe est-elle unie ou divisée face à la crise du coronavirus? Il faut bien dire que tout avait mal commencé, chaque pays jouant le chacun pour soi, avant de se rendre compte que personne n'allait s'en sortir seul. Il n'y a pas 27 virus, mais un seul. Et c'est ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a encore rappelé en substance cette semaine. Alors, sur le plan économique, il faut bien dire que les 27 n'ont pas lésiné. Ils ont décidé cette semaine de mettre au frigo le fameux pacte de stabilité qui oblige les États à ne pas s'endetter de trop. Autrement dit, Bruxelles dit à chaque pays, vous pouvez dépenser ce que vous voulez. C'est un tabou inouï qui vient de tomber, un tabou certes, mais ce n'est pas encore de la réelle solidarité. C'est pour cela que 9 pays, dont la France, ont proposé de créer des corona-obligations. Autrement dit, avoir recours à une espèce d'emprunt qui va permettre aux pays les plus forts d'aider les plus faibles. Mais là, des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas rechignent. Ils l'ont dit d'ailleurs cette semaine au dernier Conseil européen qui s'est tenu en visioconférence. Conseil qui a décidé de ne rien décider et qui a demandé au ministre des Finances d'y réfléchir. Le problème, c'est bien sûr que les citoyens européens, et notamment les Italiens, aient l'impression aujourd'hui d'être davantage aidés par les Chinois que par l'Europe. Ce sont les populistes qui se frottent les mains. Grippe, malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. Les épidémies sévères coûtent selon la Banque mondiale 570 milliards de dollars par an. Alors pour financer la lutte contre ces fléaux dans les pays en voie de développement, l'institution a créé en 2017 un instrument financier original, les Pandemic Bonds. Des sortes d'assurances, voici comment ça marche. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Pour ce professeur de finance, ces Pandemic Bonds sont un outil intéressant. Si vous y réfléchissez, c'est un système bien pensé, parce que l'alternative serait que les pays donateurs financent eux-mêmes les besoins des États touchés, disons avec 300 millions. Au lieu de ça, ce sont des investisseurs qui fournissent ces 300 millions parce qu'ils touchent des intérêts payés par les pays donateurs. Donc ceux-ci payent bien moins que s'ils versaient directement l'argent. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces Pandemic Bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Si vous passez en revue des critères du prospectus de ces obligations, vous savez, c'est une zone grise. Les virus concernés, le nombre de décès, la vitesse d'évolution, le début de la pandémie. Ce sera donc très difficile de voir réellement ces obligations liquidées. Une économiste qui a travaillé pendant 30 ans pour la Banque mondiale accuse dans la prestigieuse revue Nature, pour Ebola, cet outil financier a été conçu pour échouer. D'autres critiques, tout aussi cinglantes, par d'autres économistes dans un journal scientifique de renom. En tant que tel, dans son format actuel, le système semble favoriser les investisseurs du secteur privé au détriment de la sécurité de la santé mondiale. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières qui intervient lors de ces épidémies pour avoir leur avis. Les critères pour débloquer ces assurances seraient des critères qui ne seraient pas bons pour Médecins sans frontières. Donc il faut attendre que la crise ait duré pendant plus de 80 jours, qu'elle soit internationale. Donc les fonds sont débloqués de façon tardive par rapport au début d'une urgence. Ce sont des critères qui nous feraient prendre trop de risques lorsqu'on démarre une réponse à une urgence. Même ce partisan des Pandemic Bonds
pensent qu'elles ont quelques défauts. Les fonds ne sont versés qu'après l'éclatement de la crise, pas avant. Idéalement, il faudrait un instrument qui protège les pays et les aide à prévenir les pandémies plutôt que de les aider à payer pour les dégâts quand les personnes commencent à mourir. L'actuelle pandémie, 6 513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus, et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Ces obligations pandémiques pourraient être libérées aux alentours du 23 mars. Peut-être, en partie, pour la première fois de leur existence. Pourquoi ? Parce qu'on a ce lien très direct avec les labos. Les labos payent tout. Ils payent la formation continue des médecins, ils payent une partie de la formation initiale. Ils ont les visiteurs médicaux qui disent aux médecins, mais voyez, ce nouveau médicament, il est tellement mieux que le reste, alors qu'on n'a pas du tout de pharmacovigilance derrière. Et il n'a pas, si vous voulez, une valeur ajoutée par rapport à des médicaments qui existent. Et puis je vois les ministres qui vont après dans les labos, qui sont vice-présidents de GESCA. Il faut tout revoir. Faut tout revoir, c'est pour ça que vous lancez cet appel, signé par des parlementaires, des professeurs de médecine, des chercheurs, des représentants associatifs qui luttent contre la corruption et pour un égal accès aux soins. Vous êtes inspiré de ce qui a été fait en Italie, je crois, hein, Michel Rivasi. Alors, en Italie, aux États-Unis, oui. Regardez en France, depuis qu'il y a la haute autorité sur la transparence sur la vie publique, on a eu accès à des données. Il y a même certains ministres qui sont partis. Moi, je voudrais qu'on étende ça à toute l'administration sur la santé. Regardez, on a, par exemple, le président de la haute autorité sur la santé. Eh bien, quand il a été auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale, il a dit, j'ai pas de conflit d'intérêt. Et puis après, quand même, il s'est dit, oulala, je vais être attaqué. Eh ben, si j'ai été payé plus de 200 000 € par plein de laboratoires. Et cette personne-là, elle est responsable de l'évaluation des médicaments. Vous trouvez ça normal, vous ? Donc, vous voyez bien qu'à un moment, il faut avoir un organisme d'évaluation, un organisme de contrôle et un organisme de sanction. Il faut sanctionner ces gens-là. Un ministre de la Santé, les gens du cabinet d'un ministre de la Santé ne doivent pas venir dans le laboratoire. Et après, s'ils y sont, comme dans le cas de Cahuzac, il ne faut pas qu'ils aillent après dans un laboratoire pharmaceutique. Parce qu'ils ont utilisé leur savoir public pour le donner au privé. Et qui est-ce que ça pénalise ? C'est nous, patients, c'est nous, consommateurs, qui allons payer des prix de médicaments de plus en plus chers. Et moi, je demande un alignement européen des prix. Je demande une ouverture sur les appels d'offres. Il est anormal qu'un labo nous dicte sa loi. Un labo doit être soumis à la politique et non pas soumettre les politiques. Absolument. Là-dessus, on voit que Karine Lacombe a été, je dis bien, consultant, a été, hein, on ne peut pas savoir exactement, mais en tout cas, elle y a été, conseiller, consultant et membre du conseil d'administration du laboratoire ADSI, BSM, mais surtout de Gilead. Gilead, G-I-L-E-A-D, qui est le laboratoire qui a commercialisé cette fameuse drogue contre l'hépatite virale à 40 000 €, alors qu'elle coûte environ 100 € à produire, hein, et qui actuellement a un essai sur le coronavirus, qui s'appelle le Remdesivir, R-E-M-D-E-S-I-V-I-R. C'est ça, on en parle partout, oui, exact. Hein, et qui les espère pouvoir commercialiser à 5 000 € le mois, ou peut-être 3 000, ils vont nous faire un prix. Oui, il y a elle ne devait pas parler, elle ne devait pas prendre la parole dans le Haut Conseil, puisqu'il est bien dit que les gens qui ont des liens d'intérêt avec des laboratoires qui commercialisent ou fabriquent ou étudient un médicament doivent s'abstenir de toute délibération concernant cette maladie. Par la loi, c'est une infraction légale. C'est la loi. La loi sur contre la corruption, hein, qui a été votée par 90% de nos députés, qui précise bien que tout médecin qui s'exprime en public doit préciser ses liens d'intérêt. La chloroquine, si son utilité, apparemment plusieurs nations sont en train de l'adopter en tout cas, ça coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau médicament qui va coûter extrêmement cher, c'est ça? Il est très clair qu'un médicament qui coûte 10 centimes, où le traitement revient au total à environ 2 € maximum, si on fait un long traitement, est une catastrophe pour le marché.
Hein. La moi. Et vous voyez bien que le traitement de l'hépatite virale, 40 000 € en France, on a accepté. Ouais, c'est fou. Pour un truc qui est fabriqué 100 €, dont le coût de revient est de 100 €. La chloroquine aujourd'hui était reconnue de façon précise comme effectivement pouvant être très utile et efficace face au coronavirus. Ça coûterait combien en fait? 2 € par malade. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter, à travers le monde, le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage, en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.